Alors, merci au RISPO pour cette invitation. Je vais parler un peu de ce qu'on fait ici en Amérique du Nord, à la fois au Canada et aux États-Unis. Je suis retraité de la compagnie Sanexen, mais j'agis comme bénévole pour l'organisation qui s'appelle Réseau Environnement, qui est le plus grand regroupement de spécialistes en environnement au Québec. Ça inclut beaucoup de monde, des gens des universités, des municipalités, de différentes organisations comme des entreprises privées, des OBNL. Ça couvre plusieurs secteurs, incluant le secteur des matières résiduelles. On collabore avec d'autres organisations à l'international. On fait des mémoires et des recommandations, entre autres, en particulier sur les contaminants d'intérêt émergents qui incluent sur les PFAS. Et vous allez voir au Canada, à l'occasion, l'acronyme SPFA, qui est l'acronyme français pour PFAS. Mais on préfère quand même utiliser PFAS parce que c'est plus facile lorsqu'on parle un peu à tout le monde à l'international. On a un acronyme qu'on utilise pour parler des biosolides qui est je m'excuse, je ferme ça, qui est MRF, des matières résiduelles fertilisantes. Et on collabore avec les gouvernements d'ici et aussi l'American Water Works Association, qui est surtout présente aux États-Unis. Parmi les substances nocives qui sont devenues apparentes au 21e siècle, on a beaucoup de micropolluants, beaucoup de perturbateurs endocriniens, beaucoup de polluants organiques persistants, bromés et fluorés. Ça inclut évidemment les PFAS et on les retrouve maintenant un peu partout. Il y a vraiment une prise de conscience importante. Pour ceux qui sont intéressés, il y a un article technique important dans l'édition de septembre dernier de la revue Vecteur Environnement qui parle du dossier des CIE et des PFAS. Et c'est particulièrement pertinent pour regarder à la fois la question de toxicologie humaine, la question de ce qu'on peut faire avec ça, quelles sont les solutions techniques. Lorsqu'on parle de perturbateurs endocriniens, évidemment, on a des critères avec des concentrations beaucoup plus basses que pour les polluants traditionnels. C'est pour ça qu'on parle de micropolluants. On parle souvent de microgrammes par litre ou de nanogrammes par litre, ce qui fait qu'on a manqué ça dans les essais de toxicité standard au 20e siècle. Le gouvernement du Québec a mis en place au début 2024 une table de consultation sur les composés nocifs non normés ou les C3N dans le cadre de la modernisation des stations d'assainissement des eaux usées municipales. Le rapport et les recommandations devraient sortir dans quelques semaines. La position de Réseau Environnement sur les PFAS et sur bien d'autres contaminants d'intérêt émergent, c'est de réduire l'exposition le plus possible. Et ça vient d'un panel fait en 2023. Alors, on trouvait intéressant ce que l'Europe s'apprêtait à faire. Je comprends maintenant que le processus s'est ralenti un peu. On veut éviter les rejets de PFAS dans nos écosystèmes. On veut identifier, corriger ces rejets-là, soit en traitant l'eau, soit en changeant les procédés. Ça a été mentionné plus tôt aujourd'hui, on veut considérer les PFAS comme une classe de composés et non comme quelques molécules individuelles. Le problème, c'est que pour étudier une molécule, ça peut prendre de 5 à 10 ans et les manufacturiers peuvent changer de formulation en quelques semaines. On cherche à suivre des espèces sentinelles au sommet de la chaîne alimentaire, comme les bélugas dans l'estuaire du Saint-Laurent et certaines populations humaines comme des pompiers pour se mesurer nos progrès dans l'élimination de ces composés. Puis on trouve qu'il n'y a pas d'obligation à utiliser de telles substances nocives. On considère qu'il y a des alternatives plus sécuritaires pour la majorité des usages. On a parlé beaucoup de mousse anti-incendie, mais effectivement, c'est parfaitement possible d'éteindre des incendies avec des mousses qui ne contiennent pas de PFAS. Les PFAS sont partout. Cette diapo vient du département d'environnement du Michigan. C'est une répétition de ce qui a été dit ce matin. Cette diapo-là avait été montrée aussi. Alors, ça, pour ceux qui sont intéressés,
C'est fait en français, traduite par notre toxicologue Marie-Odile Fouchécourt. On parlait plutôt d'exposition humaine au PFAS. Santé Canada a publié de la documentation à cet effet-là. L'étude date de 2007 et à ce moment-là, l'exposition principale, comme mentionné plus tôt aujourd'hui, ça venait de la nourriture, mais il y a une quantité importante qui provient d'éléments qu'on retrouve dans nos bâtiments, des tapis par exemple, parce qu'on met des produits anti-taches imperméabilisants sur les fibres des tapis, puis aussi de rideaux, de divans, et c'est une source de contamination importante dans nos bâtiments. À ce moment-là, en 2007, l'eau potable était quelque chose d'extrêmement mineur comme source d'exposition. 15 ans plus tard, on a des concentrations pas mal plus élevées dans l'eau, ça a augmenté d'un facteur de 10 fois, mais ça demeure mineur globalement. Alors, pour trouver la source de toute cette réalisation que ces composés-là sont problématiques, il faut retourner en 1998, quand un avocat se fait appeler par un fermier dont les vaches étaient très malades et éventuellement mouraient. La contamination provenait d'une usine de Dupont qui est à proximité, qui faisait du PFOA, ce qu'il appelait du C8. Et je vous encourage à lire le livre Exposure, qui est extrêmement intéressant. Je n'ai pas vu le film Dark Waters, mais j'ai lu le livre qui est sorti avant et ça illumine vraiment tout le travail fait sur une période de 20 ans pour évaluer les problèmes dus au PFAS. Et puis, il faut comprendre qu'au début, l'acronyme PFAS n'était pas utilisé. On parlait de composés organofluorés auparavant. Si on remonte un peu le temps, ici au Canada, au Québec, il y a eu un déversement accidentel d'un concentré de mousse anti-incendie avec 1500 kg de PFAS pur à un héliport. C'était des sols sablonneux qui étaient au-dessus d'un aquifère qui alimentait un cours d'eau utilisé pour une prise d'eau potable. On a réalisé une intervention d'urgence sous la gouverne du gouvernement canadien pour dépolluer les sols et l'eau souterraine dans les mois qui ont suivi. Et avec un piège hydraulique, on a empêché la migration des PFAS. Les sols ont été lavés in situ et l'eau a été traitée pour enlever sur 5 millions de litres 95% des PFAS et la fraction mobile des PFAS a été éliminée. C'est un peu l'éveil du gouvernement canadien à l'enjeu des PFAS en 2001 à ce moment-là. En 2013, on a fait l'intervention Sanexen d'urgence suite à la catastrophe de lac Mégantic le 6 juillet 2013. Il y a eu un déraillement d'un train contenant 72 wagons de pétrole léger, très inflammable. 47 morts dans le centre-ville de la petite communauté de lac Mégantic. Il y a eu beaucoup de mousses anti-incendie utilisées pour combattre l'incendie. La majorité des mousses provenaient d'une raffinerie de pétrole et ne contenaient que peu de PFAS, contrairement aux mousses qu'on trouve dans des aéroports et des bases militaires. Il faut comprendre que les gouvernements d'Amérique du Nord, le gouvernement canadien, le gouvernement américain, avaient l'obligation, avec leurs spécifications militaires, d'utiliser des PFAS dans les mousses anti-incendie. Mais quand même, il y avait des quantités de précurseurs importants à l'intérieur des mousses et on a fait, au moment, on a mobilisé les installations de traitement des eaux en 48 heures sur place pour éliminer les produits pétroliers, éliminer aussi les PFAS. Il y a 43 millions de litres qui ont été traités sur quelques mois. On a une efficacité d'élimination des PFAS dans le traitement d'eau de 99%. L'eau traitée était retournée à la rivière Chaudière qui sert d'alimentation pour eau potable dans plusieurs municipalités. Les PFAS séparés, concentrés, ont été détruits par incinération. À ce moment-là, on a utilisé un incinérateur à 4,9, c'est-à-dire avec une efficacité de destruction de 99,99%.
Maintenant, on a des cas plus récents où on a travaillé sur des bases militaires. Puis à l'occasion, le gouvernement canadien a utilisé un incinérateur à 4,9 dans une autre occasion pour la base militaire de Comox en Colombie-Britannique et un incinérateur à 6,9 a été utilisé pour détruire les liquides concentrés de la base de Borden en Ontario. Il existe aussi des incinérateurs à 6,9, évidemment, aux États-Unis et en Europe. Et de la même façon que ça a été démontré l'efficacité pour d'autres composés organo-halogénés comme les PCB, la même démonstration peut être faite pour les PFAS, à savoir que l'efficacité de destruction est suffisante. Alors, ça prend une combinaison d'une haute température, un bon temps de résidence et une turbulence suffisante, ce qu'on appelle les 3 T en génie chimique. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi pour construire ces installations-là. Alors, on considère, à tout le moins au Canada, que ce n'est pas nécessaire normalement de construire de nouvelles installations pour la destruction. Si on regarde le dossier des biosolides plus particulièrement, en 2016, on a constaté une contamination majeure dans une zone agricole au Vermont. Ça provenait vraisemblablement d'épandage de boue papetière. Ça a mené à un moratoire au Vermont pour l'épandage. Et comme il y avait aussi des MRF qui étaient importés des États-Unis, incluant du Vermont au Québec, le gouvernement du Québec a imposé aussi un moratoire sur l'importation des biosolides en provenance des États-Unis. Le Vermont a mis en place ce qu'il appelle un PFAS Roadmap que vous pouvez aller voir sur leur site web. Dans les différentes diapos, je mets les références pour les sites web qui présentent ces informations-là. Le Michigan est un endroit où il y avait des usines qui fabriquaient des PFAS, donc il y avait réellement un enjeu important de PFAS dans les biosolides. Le composé principal qui est en cause dans leur cas, c'est le PFOS. Et ils ont choisi de cibler en particulier le PFOS pour établir un seuil dans les biosolides. Et lorsque ce seuil était atteint ou dépassé, ils ont fait une politique pour investiguer les sources avec 11 types de sources possibles qui avaient été identifiées. C'est quelque chose qui a très bien fonctionné parce que avec les mesures correctives implantées à la source, en 2 ans, ils ont réduit d'à peu près 90% les concentrations de PFAS dans les biosolides. La leçon, c'est que la réduction à la source, ça fonctionne. Au Canada, on a un objectif qui a été mis en place pour l'eau potable, pour les PFAS, l'été dernier. Ça a été annoncé l'année précédente. On parle d'une sommation de 30 nanogrammes par litre. Et ça, c'est avec tous les composés analysés avec les méthodes standards. Alors, il y a des méthodes les méthodes doivent analyser au minimum 18 composés, mais il y en a qui analysent davantage de composés. Cependant, malgré cet objectif-là, il est ciblé, tout comme c'est le cas aux États-Unis, de maintenir les niveaux de PFAS dans l'eau aux concentrations les plus basses possibles. Aux États-Unis, il y a un règlement qui a été passé, donc il ne s'agit pas d'un objectif, mais d'un règlement dans ce cas-là, pour les concentrations dans l'eau potable. L'implantation de ce règlement-là se fait toutefois graduellement. Et lorsqu'on regarde les composés qui sont ciblés, on retrouve toujours le PFOS, le PFOA, PFHX, PFNA et le HFPO. Et on a des critères essentiellement de 0 pour les 2 premiers, mais on a ce qu'on appelle le maximum contaminant level, qui est de 4 ppt pour le PFOS, PFOA respectivement. Si vous regardez un peu, si vous comparez l'approche canadienne, l'approche aux États-Unis, les réglementations sous-jacentes ne sont pas du tout les mêmes, donc la démarche n'est pas la même. Mais quand vous faites la sommation des différents composés, ça se ressemble beaucoup. Si vous faites la sommation des critères aux États-Unis, on arrive à 37 nanogrammes par litre comparé aux critères canadiens de 30 nanogrammes par litre.
Maintenant, il y a eu des émissions de télévision, Enquête, La Semaine verte, qui ont créé vraiment un impact dans le public au point de vue de l'acceptabilité de l'épandage de biosolides en zone agricole. Et Réseau Environnement s'est impliqué pour travailler avec le gouvernement du Québec pour, pour améliorer la gestion des MRF dans ce contexte-là. Il a été recommandé d'établir des seuils de concentration. Il a été recommandé de faire des investigations en cas de dépassement et surtout, comme ça a été fait au Michigan, lorsqu'on identifie les sources, de réduire ou éliminer les sources. On sait que ça peut être fait assez aisément parce qu'on sait comment faire pour réduire ou éliminer les sources. Lorsqu'on traite de l'eau, on est capable d'éliminer les PFAS dans l'eau. On peut changer les procédés aussi dans les installations pour qu'il n'y ait plus d'émissions de PFAS. La logique pour ça, c'est que on considère que les coûts de traiter à la source sont beaucoup moindres que de traiter dans des installations publiques. On parle peut-être de 1 % des coûts. Parce que en traitant à la source, on a des débits qui sont moindres, on a des concentrations qui sont plus élevées, le traitement est plus facile et on trouve que c'est logique d'agir comme ça. Il y a des mémoires qui ont été déposées à nos gouvernements respectifs en mai et en juin 2023 à cet effet-là. Et ce sont des choses que vous pouvez aller consulter sur le site web de Réseau Environnement. Le Québec, par la suite, a mis en place des seuils pour les concentrations dans les MRF, un peu comme ça a été fait en Wallonie dans la présentation précédente. Alors, on a une catégorie 1, alors I1, c'est-à-dire sans restriction, si on a des concentrations inférieures à 15 et 8 microgrammes par kilogramme pour le PFOS, PFOA. Il n'y a pas de restriction. Pour la sommation, on a un autre paramètre de 120 microgrammes par kilogramme. Et entre I1 et I2, il y a des mesures de mitigation, c'est-à-dire qu'on doit limiter l'épandage, limiter la fréquence et on doit s'assurer qu'il n'y a pas de milieu récepteur problématique. Et définitivement, en haut des concentrations dans la catégorie I2, la valorisation est impossible, mais on a un exercice d'investigation des sources pour éliminer ces PFAS-là qu'on retrouve dans les biosolides, qui sont surtout les bouts des stations d'épuration des eaux usées municipales au Québec. Il y a aussi des biosolides qui proviennent de compagnies papetières qui sont valorisés. Il y a aussi des biosolides de sites de compost, mais la plus grosse quantité au Québec, en tout cas, il s'agit de bouts d'épuration, de stations d'épuration municipales. Plus récemment, le Canada a proposé de faire un contrôle additionnel avec l'Inventaire national de rejets de polluants qui contrôle les industries au point de vue des substances que les industries sont autorisées à importer, fabriquer et utiliser. Réseau Environnement a répondu avec un mémoire au gouvernement du Canada. Et puis, comme mentionné précédemment, avec 15 000 substances différentes, il faut se rendre compte que la majorité des composés ne sont pas directement analysés. Si je prends l'exemple de ce qu'on a trouvé à Lac-Mégantic, il y avait seulement 3 % des PFAS qui étaient directement quantifiés. Les précurseurs composaient 97 % de tous les PFAS. Alors, on a utilisé à l'époque la méthode TOP avec l'oxydation chimique pour convertir les précurseurs en PFAS et on voit que au point de vue du traitement, c'est parfaitement possible d'enlever les précurseurs tout aussi bien que les PFAS qui sont directement quantifiés. Mais on ne peut pas ignorer les précurseurs parce que les municipalités ici, en devenant responsables de ces composés-là, si des industries utilisent des précurseurs qui passent de façon invisible, une fois dans l'environnement, la portion biodégradable des molécules
disparaît et ça redevient des composés qui sont directement quantifiés à l'intérieur de l'inventaire national de rejets de polluants. Alors, d'ignorer les précurseurs à la source, c'est d'imposer aux services publics, aux municipalités, une obligation de performance quand ce n'est pas les municipalités qui génèrent cette pollution-là. Une autre recommandation, c'est évidemment de réduire à la source en collaboration avec les utilisateurs. C'est de prioriser les interventions qui ont le plus d'impact auprès d'émetteurs. On connaît assez bien quels sont les émetteurs. Il y en a beaucoup qui proviennent, par exemple, de bases militaires, d'aéroports, de lixivia, de décharges, de certaines industries, par exemple, des manufactures qui font de l'imperméabilisation de matériaux ou qui utilisent des produits anti-taches. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'usine qui fabrique des PFAS au Canada, mais il y a quand même beaucoup d'utilisateurs. On veut aussi informer davantage la population concernant les sources connues et aussi encourager les manufacturiers à changer leurs procédés pour diminuer les sources d'exposition auprès de la population. Plus récemment, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis a établi des seuils de risque pour les biosolides. Vous vous souvenez tantôt que les présentations concentrées variaient de PFAS dans les biosolides variaient entre 10 et 100 microgrammes par kilogramme ou ppb, partie par milliard. Dans ce cas-là, en identifiant des seuils à 1 microgramme par kilogramme, à la fois pour le PFOA et le PFOS, on parle de concentration très, très basse. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas de critères, il s'agit de concentration à laquelle on évalue qu'il y a un risque pour la santé humaine. Chez Sanexen, il y a une division d'analyse de risques toxicologiques et écotoxicologiques. Et ce que les professionnels dans cette division-là nous disent, c'est que par rapport à l'exposition globale, on est déjà exposé à des concentrations, à des quantités plus élevées que ce à quoi on devrait être exposé. Alors, il faut vraiment diminuer l'exposition et ce n'est pas uniquement avec l'eau potable et les biosolides qu'il faut faire ça, c'est à travers tous les modes d'exposition. On parlait aussi comment ça se retrouve aussi dans la nourriture. Bien, éventuellement, la majorité des PFAS ont une terminaison hydrophile, donc ils ont de l'affinité pour l'eau. Alors, ça se retrouve dans nos cours d'eau, ça se retrouve dans les océans. Et là, avec les pêcheries, les poissons, les fruits de mer, on retrouve des quantités importantes. Et les populations qui ont une diète qui dépend beaucoup de produits de la mer, comme les Inuits, ont des concentrations dans le sang de PFAS et de PCB à peu près 10 fois plus élevées que ce qu'on retrouve pour les habitants du sud du Canada. Alors, ça fait un petit peu le tour. J'ai fait ça rapidement. J'ouvrirai le plancher pour une période de questions. Je m'excuse d'être passé très rapidement pour certaines choses. Je n'ai pas le son de feedback là, pour le reste de la salle. Alors, j'inviterai les gens à poser des questions ou apporter des commentaires. Gaël, votre son est coupé chez vous. Oui, je vous entends maintenant. Monsieur Paquin, oui. Si ça ne vous pose pas de problème, on a une petite intervention et ensuite on va faire un panel et puis vous interviendrez avec les questions de la salle qui viendront dans 10-15 minutes. Ça vous va? Oui, avec nous? Ça va. Oui, je communiquerai avec mon téléphone parce que j'ai une rencontre. Oui, ça va. Oui, je dois partir dans à peu près 20-25 minutes, mais je continuerai avec mon téléphone.